Il y a des moments où tout bascule en quelques secondes. Pour Claire, ce moment arriva un soir ordinaire quand la porte se referma derrière elle, avec 2 verrous qui claquèrent comme des pointes finales. Son mari venait de l'enfermer avec leur fille de 5 ans. « C'est ta punition pour ne pas m'avoir obéi. Maintenant tu vas comprendre. » Derrière lui, sa belle-mère hochait la tête. Claire ne pleura pas. Elle trouva une issue et fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Elle ne savait pas encore que 45 jours suffiraient pour tout changer. Note, ceci est une œuvre de fiction. Tous les personnages et événements sont imaginaires. Avertissement. Cette histoire aborde la violence psychologique et l'emprise émotionnelle. Cette histoire commence dans une chambre fermée à clé. Elle se termine là où personne d'autre que vous ne tient les clés. La porte se referma avec un bruit sec, qui ressemblait à tous les bruits secs que Claire avait entendus dans cette maison depuis 3 ans. Mais celui-là était différent parce qu'après celui-là, il y eut le claquement du verrou, puis un deuxième verrou, puis le silence épais de quelqu'un qui s'éloigne dans le couloir en sachant exactement ce qu'il vient de faire. « C'est ta punition pour ne pas m'avoir obéi. Maintenant tu vas comprendre. » Thomas avait dit ça avec cette voix calme qu'il réservait au moment où il voulait qu'elle sache qu'il avait le contrôle, cette voix posée et douce qui faisait plus peur que les cris parce qu'elle ne laissait aucune place à la négociation, aucune fissure par où glisser un argument ou une excuse ou même un regard qui pourrait peut-être le faire changer d'avis. Derrière lui, Martine hochait la tête. Pas un hochement discret, pas un geste embarrassé de quelqu'un qui assiste à quelque chose de dérangeant sans savoir quoi dire. Non. Un hochement franc, approbateur, le menton levé, les lèvres pincées dans cette expression que Claire connaissait bien maintenant, cette expression qui disait « il a raison, tu l'as cherché, une femme doit savoir tenir sa langue ». Claire n'avait pas pleuré. Elle était restée debout au milieu de la chambre, Léa accrochée à sa jambe, 5 ans et des yeux trop grands pour un si petit visage, des yeux qui comprenaient un déjà trop de choses qu'une enfant de 5 ans ne devrait pas avoir à comprendre. « Maman ?» La voix de Léa était un murmure, comme si parler trop fort allait faire revenir papa et sa voix calme et le bruit des verrous. « Ça va aller, ma chérie. » Claire s'agenouilla et prit sa fille dans ses bras, sentit les petits doigts s'agripper à son pull, sentit le souffle chaud contre son cou, et elle se dit que si elle ne pleurait pas maintenant, si elle gardait cette chose dure et froide qui venait de se former quelque part derrière ses côtes, elle pourrait peut-être trouver une issue. Elle pourrait peut-être faire quelque chose que Thomas n'avait pas prévu, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé parce qu'il la croyait brisée, soumise, incapable de penser au-delà de la peur. Il se trompait. La chambre était grande, avec des murs blancs et une fenêtre qui donnait sur le jardin, un jardin que Claire avait planté elle-même avant que Thomas ne décide que jardiner n'était pas une occupation convenable pour son épouse, avant qu'il ne dise qu'elle passait trop de temps dehors, et pas assez à s'occuper de la maison comme une femme devrait le faire. La fenêtre avait des barreaux décoratifs que Martine avait fait installer pour la sécurité, disait-elle. Mais Claire savait maintenant que ces barreaux n'étaient pas là pour empêcher les gens d'entrer. Ils étaient là pour empêcher quelqu'un de sortir. Claire posa Léa sur le lit, caressa doucement ses cheveux, et parla avec cette voix douce qu'elle utilisait pour les histoires du soir. Cette voix qui transformait les monstres en personnages inoffensifs et les fins tristes en aventures à suivre. « Tu te souviens du jeu qu'on fait parfois ? Celui où on cherche des trésors cachés ?» Léa hocha la tête, ses yeux s'illuminant légèrement malgré les larmes qui brillaient encore au bord de ses paupières. « On va jouer maintenant. On va chercher des choses dans la chambre, d'accord ? Mais c'est un secret. Papa ne doit pas savoir. » Comme les espionnes ? Exactement comme les espionnes. Claire se leva et commença à parcourir la pièce méthodiquement, tirant les tiroirs un par un, fouillant dans les placards, soulevant les boîtes rangées en haut de l'armoire, ces boîtes qu'elle n'avait pas ouvertes depuis le déménagement, depuis ce jour où Thomas avait dit qu'ils allaient vivre chez sa mère, temporairement. Un temporaire qui durait maintenant depuis 2 ans. Temporaire. Le mot lui paraissait presque drôle maintenant, avec ce rire amer qu'on a quand on réalise à quel point on a été naïve. Au fond du 3e tiroir de la commode, sous une pile de draps qui sentait de la lavande et le renfermait, elle trouva une petite boîte en métal. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photos d'elle plus jeune, avant Thomas, avant cette maison, avant que son sourire ne devienne cette chose fragile et rare qu'elle réservait maintenant au moment où personne ne regardait. Il y avait aussi des cartes de visite professionnelles périmées, Claire Moreau, graphiste indépendante, avec un numéro de téléphone qu'elle n'utilisait plus
et une adresse mail que Thomas lui avait fait fermer parce que « Tu n'as plus besoin de travailler, je m'occupe de tout ». Et puis, au fond de la boîte, coincé entre deux photos, il y avait un téléphone. Un vieux modèle qu'elle avait oublié. Un Nokia gris anthracite qu'elle avait gardé comme téléphone de secours avant de le ranger là et de l'oublier complètement, avant que sa vie ne devienne cette succession de journées identiques où le seul téléphone qu'elle utilisait était celui que Thomas vérifiait chaque soir, celui dont il connaissait le code, celui où chaque message, chaque appel, chaque recherche Internet laissait une trace qu'il pouvait consulter quand il voulait. Claire prit le téléphone, le tourna entre ses mains. La batterie était à plat, évidemment. Elle chercha dans le tiroir, fouilla plus profondément, et trouva le chargeur, miraculeusement encore là, enroulé autour d'un vieux livre de recettes. Elle le brancha dans la prise cachée derrière le lit, celle qu'on ne voyait pas à moins de se pencher vraiment, celle que Martine avait fait installer pour l'aspirateur et que personne n'utilisait jamais. Le petit écran s'alluma faiblement. Batterie en charge. 2%. Tu as trouvé un trésor, maman? Léa était assise sur le lit, ses jambes pendant dans le vide, balançant doucement ses pieds chaussés de ses petites baskets roses qu'elle adorait, celles avec des lumières qui s'allumaient à chaque pas. Oui, ma chérie. Un très grand trésor. Claire s'assit à côté d'elle, passa un bras autour de ses épaules et attendit que le téléphone se charge suffisamment pour s'allumer vraiment. Dehors, le jour déclinait lentement. Les bruits de la maison continuaient, étouffés derrière la porte fermée. Elle entendait Martine dans la cuisine, le cliquetis de la vaisselle, le bourdonnement de la télévision dans le salon, et puis la voix de Thomas au téléphone. Cette voix professionnelle et charmante qu'il utilisait avec les clients. Cette voix qui ne ressemblait en rien à celle qu'il avait utilisée quelques minutes plus tôt pour l'enfermer. Absolument, monsieur Durand. Le projet sera livré en temps et en heure. Vous pouvez me faire confiance. Confiance. Claire ferma les yeux et laissa ce mot résonner dans sa tête. Ce mot qu'elle avait donné trop facilement, trop complètement. Ce mot qui avait fini par devenir une cage dorée avec des barreaux décoratifs et une belle-mère qui hochait la tête en signe d'approbation pendant qu'on vous enfermait. Le téléphone vibra légèrement. 15% de batterie. Assez pour s'allumer complètement. Claire le prit, caressa l'écran du pouce et regarda la liste des contacts qui apparut, des noms qu'elle n'avait pas vus depuis 3 ans, des noms qu'elle avait cru perdus pour toujours. Nadia. Son ancienne associée en graphisme, celle avec qui elle avait créé leur petite agence au sortir de l'école, celle avec qui elle avait passé des nuits blanches sur des projets impossibles et des matins à rire en buvant des cafés trop forts dans leur minuscule bureau, sous les toits du 11e arrondissement. Celle à qui elle avait dit, 3 ans plus tôt, qu'elle arrêtait tout parce que Thomas voulait qu'elle se concentre sur leur vie de couple, sur la famille qu'ils allaient fonder, sur ce nouveau départ qui allait tout changer. Celle qu'elle n'avait plus jamais rappelée après. Claire regarda le nom sur l'écran, ce prénom qui contenait tellement de souvenirs, tellement de choses qu'elle avait abandonnées sans vraiment comprendre qu'elle les abandonnait, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de douloureux et de nécessaire en même temps, comme quand on enlève un pansement collé trop longtemps sur une plaie qui n'a jamais vraiment cicatrisé. « Maman, pourquoi papa est si méchant ?» La voix de Léa était si petite, si fragile, et la question était si énorme qu'elle prenait toute la place dans la chambre, toute la place dans le monde. Et Claire ne savait pas comment y répondre sans mentir, sans minimiser, sans faire ce que les adultes font toujours avec les enfants quand la vérité est trop laide pour être dite simplement. Elle prit le visage de sa fille entre ses mains, plongea ses yeux dans les siens et dit la seule chose vraie qu'elle pouvait dire. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais ce que je sais, c'est que ça va s'arrêter. » « Comment ? » ?»« Parce que maman va faire quelque chose. »« Quoi ?» Claire regarda le téléphone dans sa main, regarda le nom de Nadia sur l'écran, regarda la porte fermée à clé, regarda sa fille qui attendait une réponse, qui méritait une réponse, qui méritait une mère capable de se battre au lieu de simplement survivre en attendant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Les choses ne s'arrangeaient jamais d'elles-mêmes. Elle le savait maintenant. Elle composa le numéro, ce numéro qu'elle connaissait encore par cœur, parce que certaines choses ne s'oublient pas même quand on voudrait les oublier, même quand on construit toute une vie autour du fait de les avoir oubliées. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis une voix ensommeillée répondit, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 1000 jours, et qui sonnait exactement comme dans ses souvenirs,
Exactement comme dans ces moments à 3 heures du matin où elles finissaient un projet ensemble et où Nadia commandait des pizzas et disait que le talent sans la persévérance ne valait rien, mais que la persévérance sans pizza ne valait pas grand-chose non plus. « Allô ?» Claire ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit immédiatement, comme si sa voix avait oublié comment former des mots qui n'étaient pas « oui, Thomas ». « Désolé, Thomas, tu as raison, Thomas. » Elle prit une grande inspiration. « Nadia, c'est Claire. » Un silence. Long. Puis la voix de Nadia, plus du tout ensommeillée, juste incrédule et quelque chose d'autre que Claire ne pouvait pas tout à fait identifier, mais qui ressemblait à de la colère mélangée à du soulagement. « Claire! Claire, putain, ça fait 3 ans. 3 ans que tu... Où est-ce que tu... J'ai besoin d'aide. » Les mots sortirent comme ça, sans préambule, sans explication, juste cette vérité brute et essentielle qui contenait tout le reste. Nouveau silence. Et puis Nadia dit simplement « Dis-moi où tu es. » « Je ne peux pas partir. Il a verrouillé la porte. » Claire chuchotait dans le téléphone, recroquevillée entre le lit et le mur, là où les mots ne porteraient pas jusqu'au couloir. Léa dormait enfin, épuisée, son petit corps en boule sous la couette blanche. « Il t'a enfermée ?» La voix de Nadia avait ce tranchant métallique que Claire connaissait bien, celui des moments où quelqu'un dépassait les limites de ce qu'on pouvait tolérer en silence. « Avec ma fille, depuis ce soir, parce que j'ai dit non devant sa mère. »« Non à quoi ?»« À porter une robe, celle que Martine veut me voir porter au dîner de famille. » Un silence. Puis Nadia respira profondément, ce souffle long qu'on prend avant de dire quelque chose d'essentiel. « Écoute-moi bien. Tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas t'excuser, et surtout, tu ne vas pas croire que c'est de ta faute. Ce qui t'arrive a un nom. » Claire ferma les yeux. Ces mots-là, pensés 1000 fois sans jamais oser les formuler complètement, comme si le silence les empêchait d'être vrais. « Je sais. » Alors maintenant, on documente. Tout. Les verrous, les comptes qu'ils contrôlent, chaque décision prise sans toi. Tu prends des photos, de la porte, des papiers que tu trouves, tout ce qui prouve que tu n'es pas libre. Des pas dans le couloir. Claire raccrocha sans un mot, cacha le téléphone sous l'oreiller, se glissa près de Léa et ferma les yeux. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Le silence dura une éternité. Puis Thomas repartit. 10 minutes d'attente, le cœur battant contre les côtes comme un oiseau affolé. Quand le calme revint vraiment, Claire reprit le téléphone et fit exactement ce que Nadia avait dit. Photo de la porte. Des verrous. De la fenêtre avec ses barreaux décoratifs qui ne protégeaient à personne, sinon celui qui tenait la clé. Le tiroir de la table de nuit s'ouvrit sans bruit. Thomas y rangeait parfois des documents, ces papiers ramenés du bureau qu'il ne prenait jamais la peine de cacher vraiment. Pourquoi le ferait-il? Qui oserait regarder? Un relevé bancaire apparut. Leur compte joint. Celui sur lequel son salaire tombait chaque mois, celui censé servir aux courses, à la maison, à la vie quotidienne qu'il partageait théoriquement. Les lignes défilèrent sous ses yeux. 3 virements, importants, plusieurs milliers d'euros chacun, vers un compte inconnu, 3 mois consécutifs. Les mains tremblaient en photographiant le document. Au fond du tiroir, une enveloppe Kraft contenait d'autres papiers. Un prêt professionnel. 150 000 euros. Garantie par une maison. Leur maison. Celle achetée ensemble avant Léa. Celle vendue soi-disant pour venir vivre chez Martine, temporairement. Ce mot qui sonnait maintenant comme une blague cruelle. Sauf que d'après ces papiers, la maison n'avait jamais été vendue. Thomas l'avait hypothéquée. Sans un mot. Sans une signature d'accord. Sans même cette politesse minimale qu'on doit aux gens avec qui on partage un lit et une vie. Claire photographia chaque page. Les documents retournèrent exactement à leur place. Le tiroir se referma sans bruit. Le téléphone disparut sous le matelas. Dehors, Paris dormait sous un ciel sans étoiles, et dans cette chambre fermée à clé, une femme qu'on croyait brisée venait de trouver ce que tous les hommes comme Thomas oublient toujours. Qu'enfermer quelqu'un, c'est lui donner tout le temps du monde pour réfléchir, pour fouiller, pour découvrir exactement ce qu'on voulait lui cacher. 150 000 euros disparus dans le silence. Une maison qui existait encore quelque part, hypothéquée, cachée, trahie. Et un verrou sur la porte qui contenait, sans qu'il le sache, la seule erreur qu'il ne pourrait jamais corriger. Claire ferma les yeux, la main posée doucement sur les cheveux de Léa endormie, et compta mentalement combien de jours il faudrait pour que tout s'effondre. Pas beaucoup.
Vraiment pas beaucoup. Le lendemain matin, Thomas ouvrit la porte comme si de rien n'était. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ce sourire poli qu'il réservait aux matins ordinaires, celui qui disait que tout rentrait dans l'ordre maintenant qu'elle avait eu le temps de comprendre sa faute. Le petit déjeuner est prêt. Maman nous attend. Claire descendit avec Léa, la main de sa fille serrée dans la sienne, et joua le rôle qu'on attendait d'elle. Souriante, silencieuse, soumise. Martine servait le café dans les tasses en porcelaine blanche, celles qu'elle sortait uniquement pour les occasions spéciales ou pour les matins qui suivaient une leçon, comme si la beauté des objets pouvait effacer la laideur de ce qui s'était passé la veille. « Tu as bien dormi, ma chérie ?» La voix de Thomas était douce, attentionnée, comme s'il s'adressait à quelqu'un de fragile qu'il fallait ménager. « Très bien, merci. » Claire beurra une tartine pour Léa, versa du chocolat chaud dans son bol, découpa des fruits en petits morceaux, tous ces gestes automatiques qu'une mère fait sans réfléchir, pendant que son esprit était ailleurs, très loin de cette cuisine impeccable et de ce petit déjeuner de famille reconstitué. Elle pensait à Nadia, au message reçu à 6 heures du matin, avant que Thomas ne se réveille, avant que Martine ne commence à s'agiter dans la cuisine. Sophie Renard, avocate. Spécialisée dans ce que tu vis, je lui ai parlé de toi. Elle attend ton appel. Numéro en pièce jointe. Efface ce message après. Claire avait mémorisé le numéro, effacé la conversation, caché le téléphone dans la poche intérieure de son sac à main, celui que Thomas ne fouillait jamais parce qu'il contenait soi-disant uniquement du maquillage et des tampons et ces petites choses féminines qui ne l'intéressaient pas. Il se trompait. « Claire, tu m'écoutes ?» Thomas la regardait, une pointe d'agacement dans la voix. « Pardon, je pensais aux courses. Il manque du lait. Maman ira faire les courses. Toi, tu restes ici aujourd'hui. Tu as l'air fatigué. » Pas une suggestion. Un ordre déguisé en sollicitude. Claire hocha la tête docilement, baissa les yeux sur sa tasse et compta mentalement les heures avant que Thomas ne parte au bureau, avant que Martine ne s'enferme dans le salon pour regarder ses émissions télévisées, avant d'avoir ces quelques minutes précieuses où elle pourrait appeler Sophie Renard depuis la salle de bain du premier étage, celle dont la fenêtre donnait sur le jardin et où personne ne venait jamais le matin. Thomas embrassa Léa sur le front, effleura l'épaule de Claire sans vraiment la toucher, et partit en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. La porte claqua. Le silence retomba, épais et familier. Martine débarrassa la table en fredonnant. Léa courut jouer dans sa chambre, et Claire monta à l'étage avec son sac à main serré contre elle, comme si ce sac contenait tout ce qui lui restait d'autonomie et de dignité. Dans la salle de bain, porte verrouillée, robinet ouvert pour couvrir le son de sa voix, Claire composa le numéro. 2 sonneries. Sophie Renard. Une voix claire, directe, sans fioritures inutiles. Nadia m'a donné votre numéro. Je m'appelle Claire. Je sais qui vous êtes. Nadia m'a expliqué. Vous êtes en sécurité, là, maintenant? Je suis seule dans une salle de bain. J'ai peut-être 10 minutes. Ça suffit. Écoutez-moi attentivement. Ce que vous vivez s'appelle de la violence conjugale psychologique et du contrôle coercitif. Votre mari vous a enfermé. Il contrôle vos finances. Il décide de vos mouvements. Tout ça est punissable par la loi. Mais pour agir, j'ai besoin de preuves. J'ai commencé à photographier des documents, des virements suspects, un prêt que j'ignorais. Parfait. Continuez. Combien avez-vous sur un compte personnel? Rien. Tout est sur le compte joint. Il vérifie chaque dépense. Un silence. Puis Sophie reprit, sa voix plus douce mais non moins ferme. Claire, j'ai vécu exactement ce que vous vivez, il y a 8 ans, avec un homme qui contrôlait tout, qui me faisait croire que j'étais incapable de survivre sans lui. J'en suis sortie. Et maintenant j'aide les femmes comme vous à en sortir aussi. Vous me faites confiance? Claire regarda son reflet dans le miroir embué. Cette femme aux yeux cernés, aux épaules rentrées, à la bouche pincée par des années de silence. Oui. Bien. Première étape. Ouvrir un compte bancaire à votre nom seul. Je connais une banque qui pose peu de questions. Deuxième étape. Documenter chaque euro qui sort du compte joint sans votre accord. Troisième étape. Préparer une ordonnance de protection. Quand vous quitterez cette maison, ce sera avec tous les papiers nécessaires pour qu'il ne puisse jamais vous ramener de force. Le robinet coulait toujours. En bas, Martine appelait Léa pour le goûter. Combien de temps? Pour tout préparer? 6 semaines, peut-être moins si vous êtes rapide.
6 semaines. 42 jours. Claire raccrocha, effaça l'appel, cacha le téléphone et descendit rejoindre sa belle-mère et sa fille dans cette cuisine qui sentait le gâteau au chocolat et le mensonge. Martine lui sourit. « Tu as meilleure mine, ma chérie. » Claire lui rendit son sourire, parfaitement calibré, parfaitement faux, et pensa que dans 42 jours, plus personne dans cette maison ne sourirait. La banque sentait le papier neuf et ce parfum d'ambiance neutre que les institutions utilisent pour donner une impression de sérieux et de confiance, comme si l'odeur pouvait garantir la sécurité de l'argent qu'on leur confiait. Claire était assise dans un fauteuil en cuir beige, face à une conseillère qui s'appelait Madame Dubois, et qui avait ce regard professionnel et légèrement compatissant des gens qui ont déjà entendu 1000 histoires de femmes venues ouvrir un compte en cachette de leur mari. Sophie avait tout arrangé. Un rendez-vous discret à 14 heures, pendant que Thomas était en réunion et que Martine croyait Claire chez le médecin pour un simple contrôle. Ce mensonge facile qu'elle avait servi au petit déjeuner avec le ton fatigué de quelqu'un qui ne se sent pas très bien depuis quelques jours et qui ferait mieux de consulter avant que ça ne s'aggrave. Vous souhaitez donc ouvrir un compte courant individuel avec une carte bancaire et un accès en ligne sécurisé, c'est bien cela? Madame Dubois remplissait les formulaires avec une efficacité tranquille, sans poser les questions qui brûlaient probablement sur ses lèvres, sans demander pourquoi une femme de 32 ans n'avait jamais eu de compte personnel à son nom, pourquoi ses mains tremblaient légèrement en signant les papiers, pourquoi elle vérifiait son téléphone toutes les 3 minutes comme si quelqu'un pouvait découvrir où elle était et venir la chercher. Oui, et je voudrais que rien ne soit envoyé à mon adresse actuelle, tous les documents par mail uniquement. C'est noté. Votre carte arrivera dans 3 jours ouvrés. Je vous enverrai un code de confirmation que vous devrez activer en ligne. Vous avez des questions? Claire en avait 1000, mais aucune qu'elle pouvait poser ici, dans ce bureau aseptisé où tout semblait si simple, alors que rien ne l'était vraiment, alors qu'ouvrir un compte bancaire ressemblait moins à un acte administratif qu'à une déclaration de guerre silencieuse contre un homme qui croyait encore qu'elle ne savait rien faire sans sa permission. En sortant de la banque, Claire marcha jusqu'au café où Nadia l'attendait, ce petit établissement discret près de la gare Montparnasse où personne ne la connaissait et où elle pouvait respirer sans surveiller ses arrières à chaque instant. Nadia était assise près de la fenêtre, son ordinateur ouvert devant elle, et quand elle leva les yeux et vit Claire entrer, son visage s'illumina de ce sourire qui disait tellement de choses sans avoir besoin de mots. Ce sourire qui contenait 3 ans d'absence et de regrets, et cette joie simple de retrouver quelqu'un qu'on croyait perdu pour toujours. C'est fait? C'est fait. Alors, Nadia poussa une enveloppe Kraft sur la table. Une enveloppe qui contenait 800 € en liquide. Le paiement d'un projet de design que Claire avait terminé la nuit dernière, pendant que Thomas dormait, pendant que Martine ronflait doucement dans sa chambre du rez-de-chaussée, pendant que le monde continuait de tourner, sans savoir qu'une femme qu'on croyait brisée venait de créer son premier logo professionnel depuis 3 ans et que ce logo représentait bien plus qu'un simple travail. Graphique, il représentait la preuve qu'elle existait encore, qu'elle pouvait encore créer quelque chose de beau avec ses mains et son esprit, malgré toutes les fois où Thomas lui avait dit qu'elle n'avait aucun talent, qu'elle avait eu de la chance autrefois, mais que cette chance était finie maintenant, et qu'elle ferait mieux d'accepter sa nouvelle vie au lieu de s'accrocher à des rêves qui ne servaient à rien. Claire prit l'enveloppe, sentit le poids rassurant des billets contre ses doigts, et pour la première fois depuis des mois, quelque chose qui ressemblait à de la fierté traversa sa poitrine, fragile et précieuse comme une flamme qu'on protège du vent. Le client veut 3 autres designs pour la semaine prochaine. Même tarif. Tu peux? Je peux. Sur le chemin du retour, Claire s'arrêta devant leur ancienne maison, celle que Thomas avait hypothéquée sans lui dire, celle qui existait encore quelque part dans les papiers et les mensonges. La façade était repeinte en gris clair, les volets neufs, le jardin impeccablement entretenu par des gens qui ne savaient rien de ce qui s'était passé là, de la femme qui avait planté des rosiers et rêvé d'une vie différente avant de comprendre que certains rêves se transforment en cauchemars quand on ferme les yeux trop longtemps. Un panneau était planté dans le jardin. À vendre. Claire photographia le panneau, nota le numéro de l'agence et rentra chez Martine avec cette information nouvelle qui changeait tout, qui transformait l'hypothèque en quelque chose de bien plus grave, qui prouvait que Thomas ne se contentait pas de contrôler. Il détruisait méthodiquement tout ce qu'ils avaient construit ensemble pour reconstruire quelque chose d'autre ailleurs, sans elle, comme si elle n'avait jamais existé. Le soir, pendant le dîner, Thomas parla de son projet d'expansion,
de ce nouveau bureau qu'il voulait ouvrir, de ses investissements qui allaient le tout changer. Claire sourit poliment et pensa aux 42 jours qui se transformaient lentement en quelque chose de bien plus court, de bien plus urgent, parce que les hommes qui vendent la maison familiale en cachette sont les mêmes qui disparaissent un matin sans laisser d'adresse. Claire trouva l'appartement un mardi matin pluvieux, dans une rue discrète du 14e arrondissement où personne ne la connaissait et où les voisins avaient cette indifférence polie des Parisiens qui ne posent jamais de questions sur ce qui ne les regarde pas. 2 pièces au 3e étage, une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure silencieuse, un loyer qu'elle pouvait payer avec l'argent que Nadia lui versait chaque semaine pour les projets de design qui s'accumulaient maintenant, ses logos et ses sites web qu'elle créait la nuit pendant que Thomas dormait et croyait qu'elle dormait aussi. La propriétaire était une vieille femme aux cheveux blancs qui avait ce regard perçant des gens qui ont traversé suffisamment d'épreuves pour reconnaître immédiatement ceux qui sont en train d'en traverser une, et quand Claire lui expliqua qu'elle cherchait un endroit rapidement, sans trop de formalités, sans que son nom apparaisse nulle part avant la signature définitive, la vieille femme hocha simplement la tête et dit que le premier mois serait gratuit parce qu'elle aussi avait dû fuir une fois il y a très longtemps, et qu'elle savait exactement ce que signifiait ce regard qu'avait Claire, ce mélange de peur et de détermination qui brûlait derrière les yeux de ceux qui ont décidé que maintenant, c'était maintenant, qu'il n'y aurait plus de demain pour remettre à plus tard. Dans le studio vide qui sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs, Claire s'assit par terre et pleura pour la première fois depuis l'enfermement, pleura sans retenue parce que personne ne pouvait l'entendre ici, parce que ses larmes n'étaient pas celles de la défaite, mais celles du soulagement, celle de quelqu'un qui vient de comprendre que la sortie existe vraiment, qu'elle n'est plus une abstraction ou un rêve impossible, mais un appartement concret, avec une adresse et une clé, qu'elle tenait maintenant dans sa main tremblante. Les jours suivants passèrent dans une frénésie silencieuse et méthodique. Claire continuait de jouer son rôle à la perfection, l'épouse docile qui souriait au bon moment et baissait les yeux quand Thomas parlait, qui préparait le café de Martine exactement comme elle l'aimait et qui ne posait jamais de questions sur les réunions qui durèrent de plus en plus tard, sur les appels téléphoniques que Thomas prenait maintenant dans le jardin loin des oreilles indiscrètes, sur cette nervosité nouvelle qu'il essayait de cacher mais qui transparaissait dans ses gestes brusques et ses silences tendus. Parce que quelque chose était en train de se fissurer dans l'empire de Thomas, quelque chose qu'il ne contrôlait plus aussi bien qu'avant. Nadia avait fait des recherches discrètes sur son entreprise, cette société de conseil en investissement qu'il dirigeait avec 2 associés et dont il parlait toujours comme d'une réussite éclatante, comme de la preuve de son génie et de son travail acharné. Les résultats étaient sans appel. L'entreprise perdait de l'argent depuis 18 mois, les clients partaient les uns après les autres, et les associés avaient déposé une plainte interne contre Thomas pour détournement de fonds, cette accusation terrible qui expliquait les virements suspects sur le compte joint, les 150 000 € empruntés sur la maison, cette panique sourde qui commençait à percer sous le vernis de confiance qu'il affichait encore. Thomas coulait. Et il ne le savait pas encore, mais Claire tenait dans ses mains toutes les preuves qui accéléreraient sa chute, ses documents photographiés nuit après nuit, ses relevés bancaires qui racontaient l'histoire d'un homme qui volait sa propre famille pour sauver une entreprise déjà morte. Le 35e jour, Claire reçut un message de Sophie. « Tout est prêt. Dès que tu dis le mot, on agit. » Le 40e jour, Thomas rentra à la maison avec ce visage gris des gens qui viennent de recevoir une très mauvaise nouvelle, et il s'enferma dans son bureau sans dîner, sans dire bonsoir à Léa, sans même regarder Claire qui le regardait depuis la cuisine, en pensant que les empires s'effondrent toujours plus vite qu'on ne les construit. Le 45e jour, un huissier sonna à la porte. Martine ouvrit, lut le papier qu'on lui tendait et devint blanche comme les tasses en porcelaine qu'elle aimait tant. Saisie immobilière. La maison où il vivait, celle qui appartenait à Martine depuis 30 ans, celle où elle avait élevé Thomas et qu'elle croyait protégé de tout, avait été hypothéquée par son fils sans qu'elle le sache, utilisée comme garantie pour un prêt qu'il ne pouvait plus rembourser. Dans 45 jours exactement, elle perdrait tout. Claire posa sa main sur l'épaule de Léa, prit son sac déjà préparé depuis 1 semaine, et marcha vers la porte pendant que Martine hurlait le nom de Thomas dans la maison qui ne lui appartenait déjà plus. Thomas appela 7 fois le premier jour, 19 le 2e. Au 3e, il arrêta de compter et commença à supplier dans des messages vocaux que Claire écoutait en boucle avec Sophie à côté d'elle, dans ce petit bureau lumineux où l'avocate prenait des notes sur chaque mot,
chaque menace déguisée en déclaration d'amour, chaque promesse qu'il changerait s'il pouvait juste lui parler 5 minutes, juste la voir, juste comprendre pourquoi elle faisait ça maintenant, alors que tout allait s'arranger. Il avait un plan. Il avait toujours eu un plan. Garde tout, ces messages prouvent exactement ce que je dis depuis le début. Sophie rangea son stylo et regarda Claire avec cette expression qu'ont les gens qui viennent de gagner une bataille importante, mais qui savent que la guerre n'est pas terminée. Les associés ont officiellement déposé plainte contre lui, la banque a gelé tous les comptes professionnels, et la maison de ta belle-mère sera effectivement saisie dans 6 semaines si le prêt n'est pas remboursé. Claire pensait qu'elle ressentirait de la satisfaction en apprenant tout ça, cette joie amère de voir l'homme qui l'avait enfermé perdre tout ce qu'il possédait, mais ce qu'elle ressentait était quelque chose de plus complexe et de plus douloureux, quelque chose qui ressemblait à du deuil pour la vie qu'elle avait cru avoir, pour l'homme qu'elle avait cru épouser, pour ces 3 années perdues à croire que l'amour pouvait ressembler à des verrous sur une porte et des silences écrasants pendant les dîners de famille. Le téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Martine. Claire hésita longuement avant de décrocher, sa main suspendue au-dessus de l'écran, et quand elle répondit finalement, ce fut moins par curiosité que par ce besoin étrange de fermer une boucle, de mettre un point final à quelque chose qui aurait dû se terminer bien avant. Claire. La voix de Martine était méconnaissable, cassée, vidée de cette autorité hautaine qu'elle portait toujours comme un bijou précieux, et ce qui restait n'était que la voix d'une vieille femme qui venait de réaliser que son fils l'avait trahi aussi cruellement qu'il avait trahi sa femme. « Je sais ce que tu penses de moi. Je sais ce que j'ai fait. Quand il t'a enfermé, j'ai hoché la tête. J'ai approuvé. Parce que je croyais qu'une femme devait obéir, que c'était comme ça que les couples fonctionnaient, que c'était ce que mon mari m'avait appris pendant 40 ans de mariage, et que si j'avais survécu comme ça, tu pouvais survivre aussi. » Claire ne dit rien, laissa le silence s'installer entre elles comme une frontière qu'elle ne comptait pas traverser. Mais il m'a volé, Claire. Il a pris ma maison. Celle où j'ai élevé mes enfants, celle où j'ai enterré mon mari, celle où je pensais mourir un jour entourée de mes petits-enfants. Il a tout pris et il ne m'a rien dit, exactement comme il te prenait tout et ne te disait rien. Je sais. Tu savais? Pour la maison? Depuis le début. J'ai trouvé les papiers le soir où il m'a enfermée. Un sanglot étouffé traversa la ligne, ce bruit déchirant de quelqu'un qui vient de comprendre que tout ce en quoi elle croyait n'était qu'une construction fragile bâtie sur des mensonges et de la cruauté ordinaire. Qu'est-ce que je dois faire? Claire regarda par la fenêtre de son petit appartement, regarda Léa qui dessinait tranquillement à table, ses crayons de couleur étalés en arc-en-ciel devant elle, et pensa à toutes les fois où Martine aurait pu dire quelque chose, faire quelque chose, être quelqu'un d'autre que cette complice silencieuse qui hochait la tête pendant qu'on enfermait une femme et une enfant. Je ne sais pas, Martine, mais ce n'est plus mon problème. Elle raccrocha doucement, éteignit le téléphone et s'assit à côté de Léa qui levait vers elle un dessin représentant leur nouvel appartement avec des fleurs partout et un soleil énorme qui souriait dans le coin supérieur droit. « C'est joli, ma chérie. C'est nous, dans notre maison sans papa, maison. » Claire embrassa le front de sa fille et pensa que les enfants comprenaient toujours tout bien avant les adultes, qu'ils savaient reconnaître la liberté quand elle arrivait enfin, même si elle arrivait dans un petit appartement avec des murs blancs et pas de meubles, et cette paix immense qu'on ressent quand plus personne ne peut vous enfermer nulle part. Dehors, Paris continuait sa vie indifférente, et quelque part dans cette ville, Thomas regardait son empire s'effondrer sans comprendre que ce n'était pas la malchance ou les associés ou la crise qui le détruisaient. C'était cette femme qu'il avait cru briser et qui avait simplement attendu le bon moment pour se relever. 6 mois passèrent comme un souffle et comme une éternité en même temps. Ces 6 mois étranges où chaque jour ressemblait à une petite victoire fragile qu'il fallait protéger contre les doutes et les cauchemars qui revenaient encore parfois la nuit. Ces rêves où Claire se réveillait en cherchant des verrous qui n'existaient plus sur des portes qui lui appartenaient à maintenant. L'appartement s'était rempli lentement de meubles chinés dans les brocantes et les vides-greniers. De cette vie reconstituée pièce par pièce, avec l'argent qu'elle gagnait maintenant régulièrement, grâce aux contrats qui affluaient depuis que Nadia avait parlé d'elle à d'autres agences, depuis que son nom circulait à nouveau dans ce petit monde du design graphique parisien où on se souvenait encore de Claire Moreau, cette fille talentueuse qui avait disparu quelques années et qui revenait
Maintenant avec quelque chose de nouveau dans son travail, quelque chose de plus sombre et de plus profond, qui donnait à ses créations une intensité que les clients recherchaient sans toujours savoir pourquoi. Léa allait mieux aussi, cette amélioration lente et délicate qu'on observe chez les enfants qui sortent enfin d'un environnement toxique et qui réapprennent à rire sans vérifier d'abord si c'est permis, à parler sans baisser la voix, à exister pleinement sans cette tension permanente qui habitait leur petit corps quand chaque geste pouvait déclencher la colère ou le silence écrasant de quelqu'un qui prétendait les aimer. La psychologue que Sophie avait recommandée disait que Léa progressait remarquablement bien, que les dessins montraient une évolution claire vers des couleurs plus vives et des personnages qui souriaient davantage, que le fait qu'elle pose maintenant des questions directes sur son père, au lieu de les garder enfouies, était exactement ce qu'il fallait pour guérir vraiment, au lieu de simplement enfouir la douleur sous des couches de silence et d'obéissance. Claire avait commencé une thérapie elle aussi, ses séances hebdomadaires, où elle parlait de choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, de cette culpabilité irrationnelle qui la rongeait encore parfois quand elle pensait à Martine qui avait perdu sa maison, de cette peur viscérale qu'elle ressentait chaque fois qu'un homme élevait la voix dans la rue, de ces moments où elle vérifiait compulsivement les verrous de son appartement, même si personne ne pouvait l'y enfermer, même si cette porte s'ouvrait toujours de l'intérieur et que la clé pendait à son cou jour et nuit comme un talisman contre le passé. C'est au marché du dimanche matin qu'elle rencontra Alexandre pour la première fois, ce professeur de musique discret qui achetait des pommes au même stand qu'elle et qui sourit quand Léa demanda s'il savait jouer du piano, parce qu'elle aimerait bien apprendre un jour quand elles auraient assez d'argent pour en acheter un. Il répondit qu'il enseignait justement le piano dans une école du quartier, et que si Léa voulait, elle pouvait venir essayer gratuitement un mercredi après-midi, juste pour voir si ça lui plaisait vraiment, ou si c'était une de ces envies d'enfant qui passent aussi vite qu'elles arrivent. Léa vint essayer, et ne voulut plus jamais arrêter. Alexandre donnait ses cours avec cette patience tranquille des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font, et Claire restait parfois assise sur une chaise au fond de la salle, à regarder sa fille apprendre à placer ses doigts sur les touches blanches des noirs, à créer des sons qui devenaient lentement des mélodies. Et elle pensait que la musique ressemblait beaucoup à la liberté, que les deux nécessitaient de la pratique et de la persévérance, et cette capacité à créer quelque chose de beau. Partir de rien. Après le 3e cours, Alexandre proposa un café. Claire faillit refuser par réflexe, par cette prudence automatique qu'elle avait développée envers tous les hommes depuis qu'elle avait compris que certains d'entre eux pouvaient transformer l'amour en cage, mais quelque chose dans son regard calme et dans la façon dont il attendait sa réponse sans pression, sans attente, sans cette insistance qui ressemble toujours à une menace déguisée, la fit dire oui. Ils parlèrent de musique et de design, de Paris et de leur quartier préféré, de Léa et du fils d'Alexandre qui avait 8 ans et vivait 1 semaine sur 2 avec sa mère dans le 15e arrondissement, de cette vie qu'on reconstruit après un divorce difficile et qui ressemble parfois à un puzzle dont certaines pièces manqueront toujours, mais qui forme quand même une image cohérente si on accepte les espaces vides au lieu de vouloir absolument les combler. Claire rentra chez elle ce soir-là avec le numéro d'Alexandre dans son téléphone et cette sensation étrange et nouvelle qu'elle pouvait peut-être, un jour, faire à nouveau confiance à quelqu'un sans perdre complètement qui elle était dans le processus. 1 an exactement après l'enfermement, la lettre arriva. Claire la trouva dans sa boîte aux lettres, un jeudi matin, cette enveloppe officielle avec le tampon du tribunal qui faisait battre son cœur trop fort avant même qu'elle ne l'ouvre, avant même de savoir ce qu'elle contenait, mais en le sachant quand même, avec cette intuition sourde qu'ont les gens qui ont déjà traversé trop de batailles pour ne pas reconnaître immédiatement quand une nouvelle commence. Thomas demandait une révision des droits parentaux. Il avait purgé 6 mois pour fraude et détournement de fonds, cette peine légère que son avocat avait négociée en échange d'un remboursement partiel et d'une coopération totale avec la justice. Et maintenant qu'il était sorti, maintenant qu'il prétendait avoir changé et suivi une thérapie et compris ses erreurs, il voulait voir sa fille, il voulait reconstruire quelque chose, il voulait qu'on lui donne une chance de prouver qu'il pouvait être le père que Léa méritait. Claire lut la lettre 3 fois, assise à la table de sa cuisine pendant que Léa dormait encore dans la chambre d'à côté, et sentit cette panique ancienne remonter depuis un endroit qu'elle croyait avoir refermé pour toujours. Cette peur viscérale que tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer à nouveau si quelqu'un décidait que Thomas avait des droits, que les pères méritaient toujours une seconde chance, que les enfants avaient besoin de leurs 2 parents même quand l'un de ces parents les avait enfermés dans une chambre
et terrorisée pendant des années. Alexandre arriva 1 heure plus tard parce qu'elle l'avait appelé sans vraiment réfléchir, par ce réflexe nouveau qu'elle avait développé ces derniers mois de se tourner vers lui quand quelque chose la dépassait, et il lut la lettre en silence, avant de poser sa main sur la sienne avec cette douceur tranquille qu'il avait toujours, et qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu avant lui. « Sophie peut gérer ça. Tu n'es pas seule. » Mais Claire se sentait seule quand même, seule avec cette terreur que la justice ne voit pas ce qu'elle voyait, que les mots de Thomas sonnent plus convaincants que sa propre vérité, que Léa soit obligée de passer des week-ends avec un homme qui lui faisait encore faire des cauchemars certaines nuits, où elle se réveillait en appelant maman avec cette petite voix brisée qui contenait toute la peur du monde. L'audience eut lieu 3 semaines plus tard dans une salle froide et impersonnelle où Thomas était assis de l'autre côté avec son costume gris impeccable et ce regard contrit qu'il devait avoir répété devant un miroir, ce masque parfait de l'homme repentant qui a payé sa dette et mérite maintenant sa rédemption. Son avocat parla de réinsertion et de liens familiaux, de l'importance pour une enfant d'avoir son père dans sa vie, de ces études qui prouvaient que les enfants privés de contact paternel développaient des troubles psychologiques graves. Et Claire écoutait tout ça en serrant les mains si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes et laissaient des marques rouges en forme de croissant. Puis ce fut son tour. Sophie se leva avec cette assurance calme qu'elle portait toujours et présenta méthodiquement les preuves, les photos des verrous, les relevés bancaires, les témoignages de Léa recueillis par la psychologue, avec tout le protocole nécessaire pour qu'une enfant de 7 ans puisse dire sa vérité sans être traumatisée davantage par le processus. Et puis Claire parla. Pas avec des cris ou des larmes ou cette rage spectaculaire qu'on voit dans les films, mais avec cette clarté déchirante des gens qui ont survécu à quelque chose de terrible et qui ont appris à transformer la douleur en mots précis et tranchants comme des lames. Il ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais levé la main sur notre fille, mais il nous a enfermés. Il a contrôlé chaque euro, chaque sortie, chaque respiration de notre vie pendant 3 ans. Il nous a fait croire que nous étions incapables de survivre sans lui. Et quand j'ai osé dire non une seule fois, il a fermé la porte à clé et il est parti en sachant exactement ce qu'il faisait. Ce jour-là, ma fille m'a demandé pourquoi papa était méchant, et je n'ai pas su quoi répondre parce qu'on ne peut pas expliquer à une enfant de 5 ans que certaines personnes détruisent ce qu'elles prétendent aimer. Le silence dans la salle était absolu. La juge prit des notes, regarda Thomas longuement, puis regarda Claire, et quelque chose passa dans ses yeux que Claire reconnut immédiatement parce qu'elle l'avait vu dans les yeux de Sophie, dans ceux de la propriétaire de son appartement, dans ceux de toutes ces femmes qui savent exactement de quoi on parle quand on parle de cette violence invisible qui ne laisse pas de bleu mais qui détruit quand même. Demande rejetée. Nouvelle demande possible dans 2 ans minimum, sous conditions strictes incluant suivi thérapeutique vérifié et médiation obligatoire. Claire sortit du tribunal avec Sophie et Alexandre de chaque côté d'elle, et pour la première fois depuis 1 an, elle respira vraiment. 2 ans après l'enfermement, Claire se tenait debout devant une 40aine de femmes assises dans une salle du refuge Sainte-Marie, et elle ne tremblait plus comme avant quand tous les regards convergeaient vers elle. Elle ne cherchait plus la sortie par réflexe, ni ne vérifiait les verrous par habitude. Elle était juste là, présente et entière, avec cette force tranquille qu'on acquiert quand on a traversé l'enfer et qu'on en est revenu avec quelque chose de précieux que personne ne pourra jamais reprendre. Il m'a enfermé 45 minutes. En 45 jours, j'avais tout reconstruit. Pas par vengeance, pas pour le détruire lui, mais parce que je méritais d'exister autrement que dans sa version de qui j'étais censée être. Les femmes écoutaient avec ces visages qui racontaient 1000 histoires différentes, et une seule en même temps. Ces histoires de portes verrouillées et de comptes vidés, et de silences qui pèsent ne plus lourd que les cris, et Claire voyait dans leurs yeux cette même question qu'elle s'était posée pendant 3 ans. Est-ce que c'est vraiment possible de s'en sortir, ou est-ce qu'on raconte juste des contes de fées pour que les gens se sentent mieux? C'est possible. Pas facile. Pas rapide. Pas sans cicatrices. Mais possible. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire passa devant leur ancienne maison, celle qui avait finalement été vendue aux enchères pour éponger les dettes de Thomas, celle qui abritait maintenant une jeune famille avec des rires d'enfants qui résonnaient dans le jardin où elle avait planté des rosiers dans une autre vie. La façade était repeinte en jaune clair, les volets repeints en blanc, et tout ce qui restait de son passé là-dedans avait été effacé par de nouvelles couches de peinture et de nouveaux souvenirs qui ne lui appartenaient plus. Léa l'attendait dans leur appartement,
installé au piano qu'Alexandre leur avait offert pour Noël, un vieux Yamaha restauré qui occupait maintenant tout le mur du salon et qui remplissait leur soirée de musique imparfaite et magnifique, ces mélodies hésitantes que sa fille apprenait note après note avec cette persévérance joyeuse des enfants qui ont enfin le droit de faire du bruit sans craindre les conséquences. « Maman, regarde, j'ai appris toute la main gauche !» Claire s'assit à côté d'elle sur le banc, écouta sa fille jouer avec cette concentration absolue qui transformait son petit visage en quelque chose de grave et de lumineux en même temps, et pensa que le bonheur ressemblait exactement à ça, à ce moment ordinaire et extraordinaire où on réalise qu'on n'a plus peur de rien parce qu'on a déjà survécu au pire. Alexandre arriva plus tard avec des plats à emporter et ce sourire tranquille qu'il avait toujours, et ils dînèrent tous les trois dans le désordre confortable de leur vie reconstituée. Cette vie qui ne ressemblait à rien de ce que Claire avait imaginé autrefois, mais qui était infiniment meilleure parce qu'elle lui appartenait vraiment, parce que chaque décision prise ici était la sienne, parce que les portes s'ouvraient toujours de l'intérieur et que personne ne tenait les clés à sa place. Ce soir-là, avant de dormir, Claire ouvrit son ordinateur et vit un message de Martine. 3 lignes seulement, 3 lignes qui avaient dû lui coûter tout ce qui lui restait de fierté. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison, surtout. » Claire regarda le message longtemps, ses doigts suspendus au-dessus du clavier, et finalement, elle le ferma sans répondre. Pas par cruauté, mais parce que certaines portes doivent rester fermées pour qu'on puisse respirer librement, parce que le pardon n'est jamais une obligation, et que parfois la meilleure réponse est simplement de continuer à vivre sans regarder en arrière. Dans la chambre d'à côté, Léa dormait avec son doudou lapin serré contre elle, et ce petit sourire paisible des enfants qui ne font plus de cauchemars. Dehors, Paris brillait sous les lumières de la nuit. Et dans ce petit appartement du 14e arrondissement, une femme qu'on avait voulu briser fermait les yeux en sachant que demain lui appartenait, et après-demain aussi, et tous les jours qui suivraient jusqu'à la fin. 45 jours pour tout détruire. Une vie entière pour tout reconstruire. Et cette fois, personne ne tenait la clé. Il y a des histoires qu'on referme en sachant qu'on ne les oubliera jamais. L'histoire de Claire est l'une de ces histoires. Pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais justement parce qu'elle ne l'est pas. Des milliers de femmes vivent ce qu'elle a vécu, enfermées dans des vies qui ressemblent de l'extérieur à tout ce qu'on est censé désirer. Ce que Claire a fait en 45 jours, beaucoup mettent des années à le faire. Certains ne le font jamais. Mais cette histoire existe pour dire que c'est possible. Pas facile, pas sans cicatrices, mais possible. Les portes qui s'ouvrent de l'intérieur existent vraiment. Il faut juste trouver le courage de tourner la poignée. Merci d'avoir lu l'histoire de Claire.